Je sais que vous êtes très content de retrouver Youssef Indy, vous l'attendiez, il est là. Et aujourd'hui, nous allons parler des relations entre Israël et la Russie. Sujet hautement stratégique, puisqu'au fond, on a parfois du mal à comprendre les relations entre Poutine et le gouvernement israélien, entre la Russie et Israël. Avant l'ouverture du conflit, au début du conflit entre la Russie et l'Ukraine, sur les fils ukrainiens, on trouvait beaucoup d'images de Poutine accusé d'être juif, puisqu'on a oublié quand même de dire que le gouvernement Zelensky a porté l'idéologie bandériste, qui n'est pas une idéologie philosémite. Et donc, beaucoup d'Ukrainiens, à une époque, beaucoup d'Ukrainiens militants, disaient que Poutine était pro-juif ou pro-Israël ou inféodé à Israël. Et puis finalement on se dit c'est compliqué parce que Zelensky aussi au fond, qu'est-ce qu'il faut comprendre de tout ça? Alors je pense qu'il faut déjà il faut dépasser les personnes. Très souvent on a sur internet ou dans des milieux militants une focalisation sur les personnes, la personne de Zelensky, la personne de Vladimir Poutine, en oubliant que Vladimir Poutine représente un pays, le pays le plus grand du monde, de 145 millions d'habitants. Il représente un État, c'est en plus une fédération, un ancien empire, multiconfessionnel. Donc Vladimir Poutine, quels que soient ses goûts ou ses préférences, il est soumis à des contraintes politiques internes et des contraintes géopolitiques. Donc c'est là qu'on en arrive à la question israélo-russe. C'est-à-dire que depuis que Vladimir Poutine est arrivé au pouvoir, les relations entre la Russie et Israël sont plutôt bonnes. Et ses relations personnelles avec une frange des communautés juives de Russie est bonne. C'est vrai qu'il s'est opposé à une partie des juifs libéraux russes qui ont mis la main sur les richesses russes. Et il a favorisé, dès le début de son mandat, d'autres factions juives, je dirais. Mais il y a eu la guerre de Syrie. Je vais vite, parce qu'on ne va pas refaire toute l'histoire. Et la guerre de Syrie oppose les intérêts russes et les intérêts israéliens. Puisque la guerre de Syrie qui suit la guerre de Libye, la guerre d'Irak, la décomposition du Grand Moyen-Orient, etc., tout cela entre dans une stratégie israélo-américaine. D'abord israélienne, puis américaine, sous l'influence du lobby pro-israélien. Et par conséquent, on s'est retrouvé dans une situation au Proche-Orient où les États-Unis, avec les pétromonarchies, les puissances occidentales et Israël, ont armé, financé des groupes terroristes donc en Syrie pour détruire l'État syrien. Les Russes, qui s'étaient déjà opposés verbalement à la guerre de Libye, mais ils n'ont rien pu faire, en tout cas ils ne s'y sont pas opposés, ont dit que en Syrie c'est la ligne rouge. La ligne rouge a été franchie et les Russes sont intervenus. Avant d'intervenir directement sur le terrain, ils étaient intervenus fin août 2013, lorsque des navires de guerre français, britanniques et américains s'apprêtaient à bombarder la Syrie pour faire tomber le gouvernement syrien. Les Russes ont mis face aux navires de guerre occidentaux leurs navires de guerre. Il y avait aussi des navires de guerre chinois, mais qui étaient là, qui observaient. Voilà. À l'époque, on a lu que les Américains ont lancé 4 missiles Tomahawk, mais qui ont disparu dans la nature. Alors on ne sait pas comment les Russes les ont interceptés. Quoi qu'il en soit, les Britanniques et les Américains ont fait demi-tour. Bon, Hollande s'est retrouvé un peu comme un abruti tout seul, mais il a dû également faire demi-tour. Puis les Russes sont intervenus directement à partir d'octobre-novembre 2015. Durant toute cette période, toute la période de guerre contre les terroristes en Syrie, les Israéliens ont continué à frapper la Syrie, notamment en appui des groupes terroristes qu'ils soignaient notamment dans leurs hôpitaux, et qu'ils armaient, qu'ils finançaient dans le Golan, pour faire tampon entre eux et la Syrie. Et ils ont continué à frapper la Syrie. Je te coupe, mais on ne répétera jamais assez que, à rebours de ce qu'on nous dit, à savoir que
le Hamas, c'est des terroristes islamistes et ils sont par nature contre Israël. On ne redira jamais assez qu'Israël a été l'allié militaire actif des mouvements islamistes qui visaient à faire tomber Bachar el-Assad. Oui. Il faut redire qu'Israël a été un acteur Bien sûr. direct de cette guerre. On voit même des photos de Netanyahou à l'hôpital de Safed au chevet des combattants d'Al-Nosra, c'est-à-dire Al-Qaïda. Je rappelle que Laurent Fabius avait déclaré en 2012 que Al-Nosra faisait du bon boulot. Donc on a cet axe israélo-occidental, israélo-américain, clairement en guerre contre la Syrie et donc opposé à la Russie. La Russie qui est intervenue pour détruire Daesh et les groupes terroristes à partir d'octobre 2015. Et les relations entre la Russie et Israël ont vraiment commencé à se tendre, notamment début 2015. Pourquoi ? Parce que il y avait eu un contrat qui était passé entre la Russie et l'Iran pour la livraison de missiles S-300 à l'Iran. Lorsque Medvedev était président de la Fédération de Russie, donc Medvedev qui était tout à fait favorable aux Occidentaux, quand il arrive au pouvoir, il a suspendu la commande. Donc les Iraniens avaient d'ailleurs tapé du poing sur la table. Quand Poutine est revenu au pouvoir, il a finalement débloqué la livraison et ils ont été livrés. Et à ce moment-là, donc début 2015, les Israéliens ont déclaré qu'ils allaient envoyer des armes à l'Ukraine. Et Poutine a répondu en les mettant en garde. Il les a mis en garde contre des envois d'armes en Ukraine. Ça a commencé à se tendre et c'est devenu de plus en plus tendu en 2018, vraiment en 2018, vers février 2018, les Israéliens menaient des frappes qui mettaient en danger les soldats russes sur le terrain. Poutine avait pris son téléphone et avait appelé Netanyahou pour lui passer un savon. Et là, le pic, ça a été septembre. C'est 18 septembre 2018, 17 septembre 2018, lorsque un avion russe avec tout son équipage, de 15 personnes, un avion militaire, a été abattu à cause d'une manœuvre israélienne. À ce moment-là, donc Shoigu, le ministre de la Défense, a appelé Lieberman, qui était ministre de la Défense, pour lui passer un énorme savon en lui disant que les Israéliens étaient tenus responsables de la mort et de la destruction de l'avion russe et qu'ils pourraient prendre des mesures de rétorsion. La première mesure qui a été prise, ça a été la livraison de S-300 à la Syrie, sans autorisation de les utiliser. En tout cas, les S-300 sont en Syrie. Et à ce moment-là, Ber el-Lazar, c'est-à-dire le chef de la communauté Lubavitch de Russie, qui n'est même pas lui juif, il n'est pas russe d'origine, il est italien, a fait une déclaration, alors que jusque-là il était très timide, même silencieux sur la question israélienne. Il a dit que la livraison des S-300 l'inquiétait parce que il était attaché à la sécurité de nos frères à Sion. Donc il parlait de ses frères juifs israéliens. Donc ça a commencé à se tendre à ce moment-là. Et ensuite, Poutine a été accusé par des organisations juives, notamment en Israël, aux États-Unis, accusé d'antisémitisme, encore une fois, parce que il y avait eu des agents russes qui avaient été arrêtés, je crois que c'était aux États-Unis, et il a déclaré ces gens-là ne sont même pas russes, donc il a énuméré les nationalités et il a dit des juifs. Il a dit qu'il y avait des juifs. Donc là, ça a été des accusations hystériques à ce moment-là. Et on a encore monté d'un cran lorsque la guerre en Ukraine, enfin l'intervention russe en Ukraine a commencé. Parce que les Russes parlaient matin, midi et soir des bandéristes, du nazisme en Ukraine, etc. Et il y a eu une sortie de Lavrov, il avait déclaré que... Parce Zelensky avait déclaré comment moi je pourrais soutenir des néo-nazis étant juif moi-même. Et Lavrov a répondu il me semble qu'Adolf Hitler a des origines juives. Et ensuite, les Israéliens ont hurlé à la mort, comme ils savent le faire. Et en réponse, le ministère des Affaires étrangères russe a publié un document avec des éléments historiques très précis, en donnant la liste d'un certain nombre de juifs qui avaient collaboré avec les nazis. Donc là, on était encore monté d'un cran dans les tensions. Puis le représentant de la communauté juive
de Moscou, même de Russie, monsieur le rabbin Goldschmidt, a quitté la Russie et est parti en Israël. Sachant aussi qu'il y a un mandat d'arrêt qui a été émis par la Russie, il y a déjà un certain nombre d'années, contre Igor Kolomoïski, qui est un oligarque juif ukrainien ayant la nationalité ukrainienne et qui a financé les groupes bandéristes, les groupes néo-nazis ukrainiens, et qui a financé la carrière de Volodymyr Zelensky. Et là, avec l'affaire récente, le massacre à Gaza, les tensions sont encore montées. Par exemple, Vladimir Poutine a déclaré que le siège total de Gaza était similaire au siège de Saint-Pétersbourg par les nazis. Donc il a comparé la politique israélienne à la politique nazie. Et je rappelle au passage que lorsqu'il y a eu l'épisode de la destruction des avions russes, peu de temps après, il me semble, il faudrait que je vérifie les dates, la Russie a ouvert une antenne du Hamas à Moscou. Et là tout récemment, il y a quelques jours, les Russes ont reçu une délégation des différentes forces palestiniennes, forces de résistance. Il y a le Fatah, je crois le djihad islamique, le Hamas, en vue d'une alliance de ces différentes factions en vue de l'établissement d'un État palestinien. Donc voilà en gros, rapidement, l'histoire de la détérioration des relations entre la Russie et Israël. Mais historiquement, il y a quand même beaucoup de juifs russes en Israël. Oui, ils sont 1 million. 1 million et en plus, on ne peut pas dire qu'ils sont juifs. Ils sont russes, c'est sûr. Mais peut-être qu'un certain nombre d'entre eux sont d'origine juive, j'ai pas les chiffres, mais beaucoup ne sont pas juifs. Pourquoi dis-tu ça ? C'est ce que j'ai lu, je me suis renseigné sur le sujet. Non mais parce qu'en fait ils sont massivement venus à la chute du mur. Oui, mais pour des raisons économiques. Israël en réalité a des besoins démographiques réguliers pour combler la différence entre la natalité israélienne et la natalité palestinienne. Et à la chute du mur, beaucoup de Russes en effet se sont présentés comme juifs. Ils se sont installés. Ils se sont présentés comme juifs, c'est exactement ça. Et est-ce que ça a un impact sur la politique israélienne ? Alors oui, parce que donc vous avez une population. Alors, en Israël, il y a 9 millions d'habitants. Sur les 9 millions, il y a 7 millions de juifs israéliens, 2 millions d'arabes. Et sur donc, les 7 millions qui restent, il y a 1 million de Russes qui ne parlent pas hébreu, d'ailleurs. Qui sont, je crois, relativement coupés du reste de la population, sachant qu'en fait, de toute façon, Israël, c'est pas un peuple. C'est différentes communautés juives de pays différents qui se sont installées là-bas et qui ont reconstitué leur communauté. Et donc, et surtout, ce qui est important, c'est que ce sont des gens qui occupent des postes relativement importants, de cadres, d'ingénieurs, etc. Donc en fait, les Russes d'Israël sont plutôt des bourgeois, des cadres supérieurs, des ingénieurs. Et on peut dire que le fait qu'ils ne parlent pas l'hébreu, qui continuent à parler le russe, on peut dire qu'ils ont encore un certain attachement à la Russie, donc il faudrait peut-être enquêter, voir quels sont les liens entre ces 1 million de Russes d'Israël et l'État russe, mais quoi qu'il en soit, ça peut être utilisé comme un levier ou une 5e colonne russe en Israël. Donc ça reste comme une arme entre les mains de Poutine, puisque oui, on voit bien que les Russes, juifs ou non, ou prétendus juifs en Israël, gardent la nationalité russe, donc ont la faculté de revenir en Russie. Donc ça reste au fond un lien organique entre la Russie et Israël qui empêche une confrontation directe. Tout à fait, ça empêche une confrontation directe, mais ça n'empêche pas la Russie de soutenir les ennemis géopolitiques d'Israël, parce que il y a un autre aspect, c'est que depuis la réémergence de la Russie et de la Chine, il y a une volonté de ces deux puissances de pacifier, de stabiliser toute l'Eurasie. Et quand je dis toute l'Eurasie, c'est l'Europe, l'Asie et le Proche-Orient. Et on voit pas seulement une détérioration des liens entre la Russie et Israël, mais entre la Chine et Israël. Parce que la Chine, avec son projet de route de la soie,
a pour objectif justement de stabiliser toute la région pour faciliter le transit commercial dans ces grandes routes de la soie. On a publié sur Strategica il y a quelque temps un article de Laurent Michelon, qui est un spécialiste de la question chinoise, et qui vit en Chine d'ailleurs, et qui prend la température sur place. Les Chinois sont particulièrement remontés contre les Israéliens, et ils envisagent même, donc c'est possible, de contourner Israël, c'est-à-dire de faire en sorte que leur voie, leur route de la soie contourne Israël. Donc Israël est isolé à plusieurs égards. D'abord, comme je l'ai déjà dit à ton micro, les Américains se sont désengagés de la région, parce qu'ils ont d'autres priorités, contenir la Russie, contenir la Chine. La normalisation entre Israël et l'Arabie Saoudite a capoté du fait de la défaite des groupes terroristes en Syrie, donc la défaite du Qatar, la défaite de l'Arabie Saoudite, qui a conduit à leur rapprochement de l'Iran avec la médiation chinoise. Ils sont acculés militairement, donc là ils s'enfoncent dans un bourbier à Gaza face au Hamas. Ils ont le Hezbollah au nord qui est plus puissant que jamais. Ils ont des conseillers militaires iraniens en Syrie qui soutiennent notamment l'armée syrienne, et aussi une présence militaire russe dans la région. Donc Israël est véritablement acculé, et il ne faut pas oublier une chose, c'est que du point de vue russe et du point de vue chinois, Israël est une excroissance des États-Unis, du monde anglo-américain, et donc de l'Occident collectif qui combattent. À cette nuance près qu'en 1948, l'URSS à l'époque a voté la création d'Israël. Oui, l'URSS à l'époque, mais il ne faut pas oublier que très rapidement, l'URSS a pris une autre voie, parce que dès la guerre de 1956, quand les Israéliens, les Français, les Britanniques et les Français de la 4ème République ont attaqué l'Égypte, l'Union soviétique a menacé d'utiliser l'arme nucléaire contre ces puissances. Donc très rapidement, l'Union soviétique, pour des raisons de réalisme géopolitique, s'est mise du côté arabe. D'autant plus que les Arabes avaient fait des révolutions socialistes ou socialisantes ou de gauche. Donc il y avait une confrontation des deux axes. C'est-à-dire l'axe occidental américain, avec Israël aligné, et l'axe arabe, socialiste et soviétique. Donc depuis l'époque, il y a quand même une opposition géopolitique entre ces deux sphères. Et cette opposition réémerge aujourd'hui parce que la Russie a réémergé. Donc, avant l'Union soviétique, il y avait la Russie tsariste. Après l'Union soviétique, il y a cette Russie poutinienne, mais elle n'a pas changé de place dans la géographie. Mais justement, avant tout ça, si j'ose dire, avant 17, avant la déclaration Balfour, avant les mandats confiés, le sionisme a quand même aussi été très actif grâce aux communautés juives d'Ukraine et de Russie, qui vivaient dans des ghettos, ce qu'on appelait le shtetl à l'époque. Et au fond, les kibbutz c'est pas moi qui l'ai dit, c'est un rabbin dans la revue des Deux Mondes de mémoire de 1968 qui disait mais le kibbutz c'est la reprise du shtetl des juifs russes, et au fond Israël, si Israël n'avait été colonisé que par les juifs français autour de la famille Rothschild, au fond il n'y aurait pas eu ce souci de cliver le pays. L'idée, il y a une terre qui doit être ethniquement homogène pour les juifs, c'est une idée qui est très proche des pratiques des juifs d'Europe de l'Est, notamment des juifs de Russie. Le Herzl était autrichien, il n'a pas porté lui-même cette vision, mais quand les Olim, les premiers Olim qui viennent d'Europe de l'Est, qui viennent notamment d'Ukraine et de Russie, s'installent en Palestine avant 1917, dans les grandes aliyas des années 1890, tous ces gens importent une vision
ethniquement purs de leur habitat, ils ne veulent pas se mélanger. Est-ce qu'au fond, Israël n'est pas encore aujourd'hui culturellement l'héritière d'une certaine culture russe ou d'une certaine conception russe du vivre ensemble, si j'ose dire, ou du non-vivre ensemble? Alors je dirais pas russe, je dirais ashkénaze. Parce que Mais est-ce que les Ashkénazes en Russie ou en Ukraine avaient le choix? C'est-à-dire qu'ils étaient cantonnés à des ghettos aussi parce que les Russes orthodoxes ne voulaient pas se mélanger avec eux. Oui, mais si tu prends l'Europe ou l'Europe médiévale ou même dans le monde musulman, par exemple au Maroc, on a l'équivalent du shtetl, c'était le mellah. Et c'était des quartiers juifs, parce qu'en fait dans le judaïsme, pas seulement le judaïsme des Ashkénazes, mais le judaïsme tout court originel, c'est le socle commun, ils lisent les mêmes textes, et dans ces textes-là, que ce soit dans la Bible hébraïque ou le Talmud, il y a une interdiction de se mélanger. Donc l'exogamie est interdite depuis Esdras au moins. Donc partout où il y a des communautés juives religieuses qui sont implantées, que ce soit en Turquie, en France, en Allemagne, en Espagne, au Maroc, en Russie, partout, on retrouve ce ghetto. Alors ça s'appelait shtetl, ça s'appelait ghetto, mais le ghetto c'est d'abord les juifs qui s'y mettent. Après, il y a eu la grande période assimilationniste avec la Haskalah en Allemagne, qui a favorisé l'adaptation des juifs à la vie européenne. Et puis l'exogamie va commencer à toucher certaines communautés juives, mais elle touche les communautés juives qui ont perdu leur judaïsme, ou plutôt qui n'étaient plus attachés à la religion juive. D'où une réaction au XIXe siècle de juifs qui sont athées, comme Heinrich Graetz, qui va reconstituer une historiographie juive laïque, mais qui reprend l'exclusivisme, le suprémacisme et le séparatisme. Donc qu'il soit, comme on dit, séfarade ou ashkénaze, ça change pas grand-chose. Mais effectivement, il y a même dans les relations entre ashkénaze et séfarade, il y avait une séparation. Les ashkénazes restaient entre eux, les séfarades restaient entre eux, et les séfarades, quand je dis séfarades, en fait c'est les juifs d'Espagne, mais on élargit en fait aux juifs du Maghreb et même du Yémen. Il y avait un mépris total pour eux, c'était les Arabes quoi. Réciproquement, un peu, et réciproquement. Y a pas, disons qu'il y a une défiance des séfarades vis-à-vis des ashkénazes, mais il n'y a pas ce mépris, il y a peut-être une détestation, mais la détestation, elle vient quand même du rejet des ashkénazes, du mépris des ashkénazes vis-à-vis des séfarades. Donc on ne va pas mettre ça sur le dos des Russes, et je renvoie aussi à la lecture. C'est un détail parce que historiquement, le sujet est important. Ce qui nourrit les premières aliyas, donc les premières vagues d'immigration de juifs d'Europe et d'Europe centrale vers la Palestine, on est autour des années 1885, 90. Oui, 70, 80, 90. Ah, les premières aliyas. Ouais. C'est aussi les pogroms qui existent. Oui, bien qui sûr. Font qu'il y a des shtetl qui sont des populations juives qui sont attaquées par des non-juifs. Oui. Et avec une vraie violence. Bien sûr, mais c'était le premier argument, même des sionistes comme Herzl. Ces implantations sont antérieures à Herzl, mais c'était aussi son argument, l'argument principal. Il disait, voilà, il nous faut un foyer pour nous protéger, etc. Et d'ailleurs, il disait dans ses mémoires que les antisémites n'étaient pas les ennemis des sionistes, mais leurs alliés. Parce que le but c'était de pousser les juifs à y aller. Alors certes, il y a eu cela, il y a eu les pogroms, mais par la suite, ça a été financé, il y a eu un appel d'air, ça a été provoqué artificiellement. C'est-à-dire qu'il y avait des populations juives qui n'étaient pas du tout victimes de pogroms et qu'on a fait venir. Par exemple, les juifs du Maghreb. Il n'y avait aucun problème pour les juifs. Dans les années 55, 60. Voilà. Donc on les a fait venir. Il y avait quasiment des rafles organisées par le Mossad au Maroc, par exemple. Et les rabbins essayaient de retenir les membres de leur communauté, les empêcher, parce qu'à l'époque, ils étaient majoritairement antisionistes. Pour eux, c'était une idée incongrue. Donc d'ailleurs, Jacob Cohen a fait un travail là-dessus.
dans la pratique, est-ce que, pour revenir à mon histoire Oui, de oui. Shtetl, est-ce qu'il n'y a quand même pas un lien organique très fort entre Israël et la Russie et l'Ukraine d'ailleurs, du fait de cette origine, au fond il y a une très forte communauté juive, alors certaines viennent, une partie vient, comme on l'a dit, de l'effondrement, de la chute du mur, de la chute du rideau de fer, et donc certains ont profité de l'occasion pour quitter la Russie, mais il y a des liens organiques beaucoup plus anciens, quasiment identitaires. Est-ce qu'au fond, Israël n'est pas autant la fille de la Russie tsariste que des États-Unis capitalistes? C'est les deux, c'est-à-dire que on envoyait des pauvres juifs d'Europe de l'Est et d'Europe centrale peupler ces terres, et ces juifs-là étaient financés par des juifs occidentaux, notamment américains. Donc il y avait une sorte de répartition et une répartition par classe. Vous aviez les pauvres juifs envoyés pour peupler et les riches juifs qui eux ne bougeaient pas, restaient en Europe de l'Ouest et aux États-Unis, et qui les finançaient. Donc oui, on peut dire que effectivement Israël et le foyer national juif est né, je dirais pas de la Russie tsariste, parce que même si effectivement c'était encore la Russie des tsars à l'époque des premières colonisations, mais la colonisation de masse en Palestine, ça commence vraiment dans les années 20, puis 1930, c'est l'époque soviétique. Donc on peut dire qu'effectivement il y a eu un engendrement du foyer national juif et d'Israël par la Russie soviétique, socialiste, et l'Amérique capitaliste. Ouais. Et d'ailleurs, Israël est dans une première partie de son histoire, jusqu'à une époque récente, socialiste, et puis elle va basculer dans le capitalisme, et avec une explosion d'ailleurs des inégalités. En Israël, dans le classement de l'OCDE, donc si on classe Israël dans le monde occidental, c'est le pays où les inégalités sont le plus exacerbées. Tout ceci nous amène quand même à poser la question de la stratégie de Poutine, puisque moi ce qui me frappe, c'est qu'au fond, alors, je vais dire moi ma position, c'est que je pense que Poutine a besoin du mondialisme, et que Poutine est un mondialiste, c'est-à-dire que ce qui fait que la Russie reste une grande puissance, c'est qu'il y a un affrontement Est-Ouest, et que donc Poutine a besoin de l'Occident pour être puissant, il a besoin de faire vivre ce mondialisme, contrairement à ce que beaucoup de gens croient, à mon avis. Beaucoup de gens pensent souverainiste, en réalité il est profondément mondialiste, simplement sa vision du monde s'est réduite du fait de l'effondrement des républiques socialistes. Mais ça explique quand même qu'il ait une ambiguïté vis-à-vis d'Israël, c'est-à-dire que à la fois il est en conflit notamment autour de la Syrie, comme tu l'as dit très bien, mais en même temps au fond l'URSS et la Russie ont participé au narratif israélien qui est nous sommes une grande planète et les Juifs ont droit à un pays dans cet ensemble, et il y a des groupes multipolaires, etc. La Russie, est-ce que tu es d'accord pour dire que Poutine a une ambiguïté vis-à-vis de l'État israélien? Alors, je l'ai dit dès le début, Poutine a toujours eu de bonnes relations avec Israël et avec les relais d'Israël en Russie. D'ailleurs, c'est le lobby pro-israélien en Russie qui avait empêché les livraisons des S-300 à l'Iran et à la Syrie. Et si ça s'est débloqué, c'est par la force des choses. C'est la géopolitique en fait qui impose certains choix à des dirigeants. Maintenant, par rapport à Poutine, quand il arrive au pouvoir, dès le début de son premier mandat, il tend la main aux Occidentaux. Je ne dirais pas que c'est un mondialiste, mais il est dans la lignée de Pierre le Grand, c'est-à-dire une Russie tournée vers l'Occident. Donc il propose à Bill Clinton d'intégrer l'OTAN, il veut intégrer l'Union européenne, il fait le Nord Stream 2 avec Angela Merkel, ses relations avec Gerhard Schröder et Jacques Chirac étaient excellentes, et Vladimir Poutine, jusqu'à une période récente, jusqu'aux années qui viennent de s'écouler, n'était pas franchement tourné vers la Chine. C'est-à-dire que c'est la politique américaine hostile à la Russie qui a poussé en fait la Russie vers l'Est. Mais la Russie de Poutine est tournée vers le monde occidental. Et d'ailleurs,
les 2 tiers de la population russe vivent sur le versant occidental de la Russie. Donc le monde russe est ambivalent. Il y a une partie qui est tournée vers l'Est et une partie qui est tournée vers l'Ouest. Et pourquoi est-ce que Poutine se tourne finalement vers la Chine ? Mais c'est à cause des Américains. Si les Américains n'avaient pas fait 5 vagues d'expansion de l'OTAN contre la Russie, les relations, et s'ils n'avaient pas imposé des sanctions économiques, s'ils n'avaient pas déclenché la guerre en Ukraine, les relations entre la Russie et l'Europe seraient excellentes. Et l'Europe, si elle était composée de nations souveraines et indépendantes, elle bénéficierait encore de cette relation. Donc, c'est comme je disais tout à l'heure, il ne faut pas se poser la question de savoir qu'est-ce qu'il aime Poutine. J'imagine que Poutine, peut-être qu'il, je sais pas, il aime l'Occident, le whisky, il est germanophone, peut-être qu'il aime la culture allemande. Je sais pas. À la limite, c'est pas mon sujet. Moi, je m'occupe de géopolitique. Certes, le cas de Poutine m'intéresse. C'est un personnage historique intéressant, mais moi je m'intéresse aux tendances lourdes. Et quand j'ai commencé à écrire mes premiers articles en 2015, les relations entre la Russie et Israël n'étaient pas tout à fait mauvaises encore, et je disais, je faisais de la prospective, et je dis, dans les années à venir, vous allez avoir une détérioration des relations entre la Russie et Israël. Pourquoi ? Parce que leurs intérêts ne convergent pas, ils sont même frontalement opposés. Il y a l'État d'Israël qui veut faire sauter le Liban, la Syrie et même jusqu'à l'Iran, et vous avez une Russie qui est consciente du fait suivant: si ces nations musulmanes au Proche-Orient tombent, il va y avoir une contagion qui va finir par les toucher. Et eux, ils ont déjà subi les 2 guerres de Tchétchénie activées par l'extérieur, activées par les Américains. Donc Vladimir Poutine, il peut être un occidentalophile, même un américanophile s'il veut. La réalité historique et géopolitique l'a contraint à faire les choix qu'il fait actuellement. Donc se tourner vers la Chine et la présence militaire russe en Syrie, j'imagine que Poutine s'en serait passé. Mais il n'avait pas le choix. Alors, je vais présenter la question autrement. Tu veux pas lâcher le morceau? Non, parce que j'ai une idée en tête, si t'en doutes. On voit que l'Afrique du Sud, par exemple, qui est le leader des BRICS aujourd'hui, idéologiquement, le Brésil aussi, ont des positions très dures sur ce qui se passe en Israël. D'ailleurs, l'Afrique du Sud a saisi la Cour internationale de justice, nous en avons beaucoup parlé. Et au fond, la Russie pas. Donc, est-ce qu'on peut dire que dans les BRICS, la Russie garde la carte Israël dans sa manche pour la sortir le moment venu, en se disant: n'insultons pas l'avenir, nous aurons peut-être besoin de prouver que nous avons eu des bonnes relations avec Israël pour renouer le fil avec l'Occident. Alors que l'Afrique du Sud et le Brésil ont finalement beaucoup moins de scrupules à dire Israël est un État colonialiste. La Russie aujourd'hui, de Poutine, ne dénonce pas Israël comme un État colonialiste. Alors j'ai dit tout à l'heure qu'il a comparé Israël à l'Allemagne nazie dans le blocus, le siège contre Gaza. Mais effectivement, il y a une ambiguïté russe. Les Russes, Poutine, je pense une faction, parce que je pense qu'il est entouré de factions qui sont elles-mêmes opposées. Les militaires russes ont insisté pour intervenir en Syrie. Et d'ailleurs, c'était Shoigu qui avait repris la main à ce moment-là, quand il y a eu la destruction de l'avion russe, et qui a fait pression pour envoyer les missiles S-300. Mais Vladimir Poutine, je pense que si demain il y a une réouverture des canaux avec l'Occident et qu'il est possible de normaliser les relations avec l'Occident, il le fera. Et effectivement, ça aura des conséquences plus ou moins similaires avec Israël, mais pas tout à fait. C'est-à-dire que je pense qu'il est prêt à renouer avec les Européens, bien sûr, et même les Américains si possible. Mais le problème, c'est que Israël pose un véritable problème de sécurité au Proche-Orient. Il pose un problème à la Russie et il pose un problème à la Chine. Donc la Russie ne détériorera pas ses relations avec l'Iran,
qui, du point de vue russe, est une puissance de stabilisation régionale, pour Israël, qui est un vecteur de déstabilisation de la région. En fait, les Russes sont pas stupides, Poutine n'est pas stupide, les Chinois non plus. Ils voient bien que historiquement, le facteur de déstabilisation du Proche-Orient depuis un siècle, c'est le foyer national juif et Israël. C'est un problème. Et du fait que... qu'ils ont participé à créer. Oui, qu'ils ont participé à créer. C'est là toute la difficulté. Oui, mais ce sont surtout les Occidentaux, par la suite, qui ont armé, financé les Israéliens. Les Soviétiques, notamment à partir des années 50, à partir de la guerre du canal de Suez, eux, ils prennent le parti arabe, très clairement. Et ce sont les Occidentaux et les Américains, et encore jusqu'à aujourd'hui, qui donnent des armes à Israël pour continuer à massacrer les Gazaouis. C'est-à-dire que sans les États-Unis, ou pour reprendre les termes de John Mearsheimer, sans le lobby pro-israélien aux États-Unis, il n'y a plus d'Israël. Alors, la particularité quand même, c'est que, au fond, les relations du RSS à l'époque, et même de la Russie en partie, avec on va appeler ça les États laïcs, du Proche-Orient, la Syrie, tu as cité l'Égypte, la Syrie, la Libye en partie, l'Algérie, qui n'est pas dans le Proche-Orient, mais on va la rattacher artificiellement, l'Irak, l'Iran, ces relations n'ont jamais été monolithiques, c'est-à-dire que on ne peut pas dire que la Syrie, lorsqu'elle achetait des armes soviétiques, elle achetait aussi des armes, on ne peut pas dire qu'elle avait une relation de huis clos avec la Russie. La Syrie commerçait aussi avec la France. Au fond, la Syrie est un allié. Donc, la relation quand même de la Russie avec ces États, elle est quand même, pour revenir, très ambiguë, de mon point de vue. Est-ce qu'on peut penser que, au fond, la solution à 2 États, Palestine-Israël, que pousse Poutine aujourd'hui, puisque c'est son leitmotiv, est-ce qu'on peut dire qu'au fond, c'est la reprise du vote de 48, c'est-à-dire que la Russie, l'URSS, la Russie assume son héritage soviétique, et elle dit, nous on est sur la position de 1948, on a voté la création de 2 États, et on reste sur la position de 1948, qui est, comme tu le dis, à l'origine du déséquilibre au Proche-Orient. C'est à la position de 48 et la position de 67, c'est-à-dire la résolution de 242 après la guerre des 6 jours. Et même les Chinois reviennent là-dessus. Les Chinois disent il faut 2 États, mais sur les frontières du 4 juin 1967, c'est-à-dire avant la guerre de 6 jours. C'est la position, je crois, c'est la position russe, et c'est la position chinoise aujourd'hui. Eux, de toute façon, de leur point de vue, Israël est un fait accompli. On ne va pas revenir là-dessus. C'est leur position. C'est pas la position du Hamas ou la position du Hezbollah ou de l'Iran. L'Iran qui ne reconnaît pas l'existence. Mais le problème, c'est que l'État d'Israël existe. Et pour les Russes et les Chinois, il n'est pas question de dire il faut qu'Israël disparaisse. Donc eux, ils proposent la création de 2 États dans les frontières de 67. Mais ce sont les Israéliens qui ne veulent pas. Parce que même les Américains, ils parlent de solution à 2 États. Les présidents successifs, à part Trump qui n'en parlait pas, il parlait de solution à 2 États. Or, la solution à 2 États, même sous Yitzhak Rabin à l'époque des accords d'Oslo, il avait un beau discours très sympathique, d'accord, mais il poursuivait la colonisation comme jamais. Oui, c'est-à-dire qu'il y a toujours eu 2 façons d'emballer le refus d'un État palestinien. La façon Netanyahou qui est de faire foutre, et la façon Rabin. La version Berkov, j'allais dire, et on créera un État palestinien quand les Palestiniens seront devenus gentils. Oui, quand les poules auront des dents. Voilà, avec tellement de conditions, on en rajoute chaque fois une. Netanyahou partirait, ça normaliserait les relations entre Israël et la Russie. Partirait pour être remplacé par qui ? Le problème, c'est que Netanyahou, on peut dire que c'est un symptôme. Faut voir, il y a une base quand même sociologique en Israël sur laquelle s'appuie Netanyahou et ses alliés. Des gens qui sont beaucoup plus fanatiques que Netanyahou, comme Ben Gvir par exemple. Donc en fait, il a un gouvernement. En fait, le gouvernement actuel israélien, c'est l'alliance des révisionnistes et des messianistes religieux, des national religieux. Le pire,
je ne sais pas lesquels est le pire, je crois que les religieux sont pires que les cultes, mais c'est cette alliance-là. Et cette alliance-là, elle se fonde sur une base sociologique. Vous avez une portion très importante, majoritaire, en Israël, qui sont soit d'extrême droite, soit religieux. Plus de 50%, il y a déjà 10 ans, j'ai déjà dit, il y a 10 ans, 50% des Israéliens pensaient déjà que l'arrivée du Mashiach était imminente. Quand il y a eu la seconde intifada et que des Arabes israéliens avaient manifesté en Israël et que la police leur a tiré dessus et les a tués, 81% je crois des Israéliens, entre 75 et 81%, pour pas dire de bêtises, avaient déclaré qu'ils approuvaient cette violence vis-à-vis des Arabes palestiniens. Donc ce gouvernement fanatique à la tête d'Israël, il n'est pas tombé du ciel, hein. Il vient du bas en fait. Et plus ça va s'accentuer, plus la guerre va s'intensifier, et plus vous aurez des juifs de gauche israéliens qui partiront, les fanatiques les plus dingues resteront, et d'autres fanatiques dingues iront. Donc on va avoir de plus en plus une population israélienne composée de fanatiques. Pour reboucler, ce sera ma dernière question, pour reboucler sur ce qu'on se disait au début, au fond, est-ce que Netanyahou n'est pas porté par les séfarades, je simplifie à grosse maille, par une vision du judaïsme très, très africaine au fond, et est-ce que ceux qui s'opposent à Netanyahou, ce ne sont pas les descendants des Ashkénazes venus de Russie au fond à la fin du 19e siècle? En fait, il faudrait regarder la proportion de l'électorat du Likoud et de l'extrême droite parmi les Ashkénazes et parmi les séfarades. C'est ça qu'il faut regarder. Je pense pas que ça se divise entre Ashkénazes et séfarades. Je pense qu'il y a... Mais entre laïcs et religieux. Oui, entre laïcs et religieux, là oui. Ceux qui sont capables de se dire juifs laïcs, aujourd'hui, c'est Moscovici, c'est les premiers sionistes eux-mêmes, Herzl lui-même se déclarait comme laïc. Donc c'est au fond... Netanyahou, c'est la défaite du premier sionisme, d'une certaine façon. Alors, oui et non, parce qu'en fait, dans le premier sionisme, vous avez une branche majoritaire, on va dire, les sionistes généraux, les centristes et les sionistes de gauche, c'est vrai qu'ils sont majoritaires, et une minorité, ce sont les minorités quand même très actives et très importantes dans l'histoire du National juif, les révisionnistes avec leur branche armée, l'Irgun, le groupe Stern, les Abirionim, etc. Mais ce clan-là, ce groupe-là, cette tendance révisionniste, va prendre de plus en plus de place dans la société israélienne, dans la politique israélienne, notamment à partir de l'arrivée au pouvoir de Menachem Begin. Je crois qu'il arrive au pouvoir en 74, 78, je crois 76. Peut-être. Ouais, bref, en tout cas, dans la deuxième moitié des années 70. Et Menachem Begin, c'est l'ancien chef de l'Irgun. Et c'était un proche de Jabotinsky. Jabotinsky avait été le témoin de mariage de Menachem Begin. Et vous avez aussi Yitzhak Shamir, qui a été député, président de la Knesset, premier ministre israélien, qui représente aussi cette tendance-là. Mais Netanyahou, c'est l'héritier direct. Le fils. Le fils de Benzion Netanyahou, qui était secrétaire particulier de Jabotinsky. Et le Likoud a été créé par Menachem Begin, qui a transformé l'Irgun en parti politique dont j'ai oublié le nom, puis l'alliance qui va s'appeler le Likoud. Et l'alliance entre les révisionnistes, qui vont devenir le Likoud plus tard, et les nationales religieux, elle s'établit, comment ça s'établit en 1947. Et puis ça s'établit véritablement de façon officielle, politique, avec les alliances gouvernementales. Donc on est dans un basculement, c'est-à-dire une minorité qui est devenue majoritaire. Bon, merci Youssef. On ne peut pas terminer évidemment cette interview sans redire notre compassion pour les 25 000 civils au minimum. 25 000 au minimum. Tués à Gaza. 30 000 peut-être. Et puis on croise tous les doigts pour éviter qu'il n'y ait pas de massacre à l'occasion du Ramadan à Rafah, comme l'armée israélienne
le prépare, semble-t-il, s'il n'y a pas de cessez-le-feu. Les Israéliens ont l'habitude de faire des provocations et des massacres durant le mois de Ramadan, notamment à la mosquée d'Al-Aqsa. Bon, on croise les doigts et on en reparle très vite. Merci Youssef.